au-delà des émotions, l'intégration de personnes venues d'ailleurs, c'est toujours un défi qui demande des méthodes, des moyens. Alors, est-ce qu'on peut regarder de façon objective les peurs qui courent dans notre société? Est-ce que nous nous y prenons bien pour intégrer les nouveaux arrivants et faire en sorte que leur arrivée soit un bien et pour eux et pour la société qui les accueille? Tel est le sujet que les semaines sociales de Rueil ont retenu pour notre réunion de ce soir. Alors, la réunion se déroulera en 5 phases. D'abord, pendant 10 minutes, je vais vous présenter le résumé d'un document que vous pouvez trouver sur le site internet des semaines sociales de Rueil et qui présente des faits, des chiffres qui peuvent répondre à nos peurs les plus communes. Ensuite, je passerai la parole pour 30 minutes à Delphine Rouillot, que je remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour nous parler des défis de l'intégration. Alors, Delphine Rouillot est conseillère référendaire à la Cour des comptes et directrice générale de France Terre d'Asile. Alors, le nom de France Terre d'Asile vous est sans doute connu, mais tout le monde ne sait pas que cette association, loi de 1901, qui fête ses 50 ans cette année, a géré pendant près de 20 ans pour le compte de l'État tout le dispositif national d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et elle continue à gérer un certain nombre de structures d'accueil et d'hébergement suite à l'appel d'offres de l'État. J'ai noté que France Terre d'Asile avait environ 1 millier de salariés et 1 millier de bénévoles. Donc, je suppose que sa directrice générale ne manque pas de travail. Voilà. Et puis, vous avez encore signé il y a 2 jours une tribune dans Le Monde avec votre président sur la réforme de la politique migratoire européenne. Donc, je vous remercie tout particulièrement, Madame, d'avoir bien voulu nous consacrer une partie de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous. Voilà, pour la 3e étape de la soirée, nous donnerons la parole à des migrants eux-mêmes pendant une petite dizaine de minutes, au travers d'extraits d'une émission de France 2. J'y reviendrai. Pour la 4e étape, nous écouterons pendant 30 minutes 3 représentants de JRS France, le Jesuit Refugee Service. Cette association peut apporter un autre point de vue sur l'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile, puisqu'elle n'est pas liée à l'État par des contrats, mais elle s'efforce, avec très peu de salariés, une quinzaine je crois, et puis beaucoup de bénévoles, plus de 4000, de défendre les droits de ces personnes et de lutter contre leur isolement en créant des lieux de rencontre et en organisant l'hébergement temporaire chez des familles bénévoles. Je suis donc très heureux d'accueillir M. Joseph Ziadé, qui est membre du conseil d'administration de JRS France et membre de la coordination de son antenne des Yvelines. Et il a confié Hélène et Franck Dremot, qui sont familles d'accueil pour JRS France et qui pourront témoigner de leur expérience. Alors, merci à tous les 3 de votre disponibilité. Voilà, enfin, la dernière étape, ce sera un débat sur l'ensemble des sujets que nous avons abordés ce soir. Vous pouvez dès à présent poser les questions que vous avez en tête sur ce thème ou les questions qui vous inspireront les différentes présentations au fur et à mesure en utilisant le bouton « Converser » en bas de votre écran. Voilà, vous tapez votre question, vous l'envoyez à tout le monde et 2 membres du Conseil des semaines sociales de Rueil, Olivier Pavageau et Benoît Vallat, les synthétiseront pour les reformuler par oral. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent pour laisser à nos 2 amis un petit temps pour la lecture et le regroupement des questions. Voilà, nous souhaitons libérer tout le monde à 22h30, donc je vais commencer sans plus attendre, avec toutefois une dernière recommandation. Merci de laisser votre micro fermé en bas à gauche, sans quoi n'importe quel bruit dans votre environnement risque de couper la parole aux intervenants. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Voilà, et si je peux avoir la version diaporama qui est cachée par la barre de Zoom. Bon, tant pis, on va rester comme ça.
Tout en bas, Dominique, non, tu n'as pas une possibilité tout en bas? Non, non, c'est pas en bas, c'est en haut, mais On le voit en bas, en tout cas, nous, une possibilité. Mais... Ben, moi, je ne le vois pas. Ah, peut-être si là, oui, d'accord. Voilà. Bien. Donc, les migrations, de quoi avons-nous peur au juste? Alors, je vais vous présenter ici que le résumé du document qui est sur notre site Internet et qui comprend tous les chiffres que je vais citer et bien d'autres d'ailleurs. Alors, pour sortir de certains clichés, d'abord, les immigrés représentent environ 10% de la population française, mais ils sont nés d'abord en Europe, pour 34%, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, pour 30% au Maghreb et 16% dans le reste de l'Afrique et voilà, les 20% restants dans les autres continents. La moitié sont des femmes, et puis beaucoup viennent et repartent, hein, parce qu'il y a des Européens qui sont libres de s'installer dans l'Union européenne, il y a des étudiants qui repartent en fin d'études, etc. Alors, la première des peurs est que l'immigration serait un fardeau financier pour la collectivité locale, pour la collectivité, oui, qui les accueille, et puis un phénomène qui pourrait faire baisser les salaires ou augmenter le chômage, bref, un appauvrissement. Alors, nous citons dans le document un rapport récent de France Stratégie, donc, qui date de mi-2019. France Stratégie, c'est l'ancien commissariat général au plan pour les plus anciens. Voilà. Et ce document montre qu'en fait, il n'en est rien. C'est pas... Voilà. D'abord, le premier point, c'est que il n'y a pas d'impact notable de l'immigration sur les salaires ou sur l'emploi des non-immigrés, parce qu'en fait, ce sont les immigrés eux-mêmes qui servent de variable d'ajustement. Ils ont un taux de chômage deux fois plus important que celui des non-immigrés, des salaires 10% plus bas en moyenne, et ils occupent des emplois dits complémentaires, c'est-à-dire ceux dont les non-immigrés ne veulent pas. Le deuxième point, c'est quel est l'impact sur les finances publiques. Alors, la contribution moyenne de tous les habitants en France est négative aux finances publiques puisque notre budget est en déficit d'environ 3% du PIB, quelque chose comme ça. Alors, cette contribution est un peu plus négative pour les immigrés, de l'ordre de 0,3% du PIB, selon deux études qui sont menées l'une par un centre d'études de l'État, le CEPI, et l'autre par l'OCDE, que nous vous rapportons dans ce document. Alors, la raison principale de cet écart, c'est une participation au prélèvement obligatoire qui est inférieure à la moyenne de la part des immigrés, ce qui représente moins 0,6% du PIB, le double de l'écart final, bien parce que les immigrés sont en moyenne plus souvent au chômage, moins bien payés, et donc ils cotisent moins. Par contre, et cela compense en partie, les immigrés coûtent moins cher en retraite et en éducation. Et puis, ils ne coûtent pas plus cher en dépenses de santé, malgré toutes les polémiques autour de l'aide médicale d'État, etc. D'où le résultat final de moins 0,3% du PIB. Et encore, il faut noter dans ces études que l'on fait supporter aux immigrés leur pleine quote-part des dépenses qui sont dites non individualisables, qui représentent tout de même 14 à 18% du PIB. Qu'est-ce que c'est que ces dépenses? La défense, la sécurité, la justice, la culture, la recherche. Voilà. Alors faut-il ou faut-il pas faire supporter ces dépenses-là aussi au même titre aux immigrés ou pas? Bien, en fait, l'étude OCDE en fait, retire les dépenses de défense de la quote-part des immigrés en considérant que s'il n'y avait pas d'immigrés, ce n'est pas pour ça qu'on aurait moins d'avions ou moins de sous-marins. Voilà. Et bon, d'une certaine façon, on pourrait élargir ce raisonnement aux dépenses qu'on fait pour la culture, pour le Louvre, pour l'aide au cinéma, etc. Bon. Mais donc, ce résultat à peine plus négatif pour les immigrés suppose que les immigrés cotisent aussi pour toutes ces dépenses générales de la nation. Le dernier point, c'est que l'impact de l'immigration
est plutôt favorable sur la croissance, sur l'augmentation du PIB, et même à long terme sur le PIB par habitant. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de consommation, plus d'investissement et une meilleure productivité globale de la main-d'œuvre, parce qu'il y a plus de complémentarité entre les travailleurs et puis moins d'aversion au risque aussi de la part des immigrés qui sont plus mobiles voilà, géographiquement et professionnellement. Donc, au bilan, l'impact de l'immigration est, disons, faible, on peut dire, mais d'autant plus positif que l'intégration est meilleure. Et on ne parle pas dans ces études de la solution que constitue l'immigration aux problèmes liés au vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés pour financer les retraites. Bon, il y a des pays où le déficit de natalité crée ces problèmes-là de façon urgente. C'est moins marqué en France que chez nos voisins pour l'instant, mais on voit que ça vient. Deuxième peur, c'est la peur de la délinquance. Alors, on rapporte des statistiques du ministère de l'Intérieur. Elles ne portent pas sur tous les immigrés, mais seulement sur les étrangers en France. Les immigrés représentaient 9,9% de la population en 2019, et les étrangers 7,4%. En effet, il y a des immigrés qui ont acquis la nationalité, et puis inversement, des étrangers qui sont nés en France ne sont pas des immigrés. Donc, les deux concepts sont différents. Alors, on constate qu'il y a effectivement une surreprésentation des étrangers dans la plupart des crimes et délits, mais à la fois chez les mis en cause comme auteurs potentiels, mais aussi chez les victimes. Et là, on en parle moins souvent. Par exemple, si on prend les vols sans violence, les étrangers représentent 31% des mis en cause, mais aussi 27% des victimes, pour 7% donc, de part de la population. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de vols sur cet exemple entre étrangers ou entre jeunes étrangers d'ailleurs, puisque dans ce cas-là, 80% des mises en cause ont entre 13 ans et 29 ans. Donc, pour autant, les études sur les causes de cette délinquance ne font pas le lien avec le fait d'être étranger en soi, mais avec le décrochage scolaire et l'exclusion sociale. Donc, là aussi, c'est la bonne intégration dès l'école qui permet de lutter contre l'exclusion sociale et donc de prévenir la délinquance, qui y contribue. La troisième peur, c'est celle de perdre nos repères culturels. Alors, le concept d'insécurité culturelle s'est imposé en tant que peur de perdre notre culture ou nos valeurs. Mais quelles sont ces valeurs? Pour beaucoup, elles ont partie liée avec nos racines chrétiennes, même pour ceux qui ne sont pas croyants. Par exemple, je notais la semaine dernière les déclarations dans la croix d'Axel Kahn, qui se dit en fin de vie, qui dit avoir perdu la foi catholique à 15 ans, mais il dit aussi, et je le cite, « Je me suis d'ailleurs compliqué la vie finalement. J'ai voulu bâtir un humanisme, mon humanisme, qui, en fin de compte, ressemble beaucoup à l'humanisme chrétien. » Voilà, alors, si nos valeurs renvoient à nos racines chrétiennes en France et en Europe, alors il faut réaliser que ces valeurs incluent indiscutablement l'accueil de l'étranger. Alors, c'est très présent dans la Bible, de l'Ancien Testament. Cela a été développé dans l'enseignement social de l'Église catholique depuis un siècle. Et vous trouverez dans notre document plusieurs citations. Alors, des écrits du pape François, là, ça n'étonnera personne, qui explique par exemple dans Fratelli Tutti que la destination universelle des biens, ça signifie aussi que, je cite, « chaque pays est également celui de l'étranger », et puis que la dignité inaliénable de tout homme implique de lui donner la liberté de mouvement, la possibilité de travailler et de vivre en famille. Bon, mais nous citons aussi le pape Jean-Paul II, on l'a peut-être oublié, qui adressait par exemple en 1995 un message sur les migrants en situation irrégulière, irrégulière, j'ai bien dit, à l'occasion de la Journée mondiale des migrants,
Et il disait notamment que, je cite, « Aucune loi ne peut nier le droit à la coexistence familiale ». Et puis que la réponse aux besoins des migrants, j'ouvre les guillemets encore, ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. Bon, et enfin, nous citons un extrait du catéchisme de l'Église catholique qui indique notamment que, je cite, « Les nations les mieux pourvues sont tenues d'accueillir, autant que faire se peut, l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. » Voilà, donc sécurité et ressources vitales, autant dire pas de différence entre réfugiés et migrants économiques, comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Mais il est dit aussi dans ce texte que l'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Voilà, et donc on retrouve ici l'importance de l'intégration. Dernier point sur les craintes pour notre identité. L'identité, que ce soit d'une personne ou d'un peuple, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est le résultat à la fois d'un héritage et d'un enrichissement permanent qui est lié aux rencontres de la vie, hein, d'où la dernière phrase de cette diapositive. Pour découvrir la culture de l'autre et faire tomber les peurs, quoi de mieux que la rencontre? Pour terminer, où sont les limites de l'accueil? Parce qu'on dit accueillir autant que faire se peut. Alors, où sont les limites à l'intégration? Y en a-t-il? Où sont-elles? Alors, c'est difficile à dire dans l'absolu, mais on peut noter quelques faits. Et, par exemple, que 85% des réfugiés dans le monde, si on y inclut les exilés du Venezuela, sont accueillis dans des pays en développement et pas dans les pays riches, 85%. Et souvent dans les pays voisins, immédiatement voisins. D'autre part, une trentaine de pays dans le monde ont un pourcentage d'immigrés supérieur à la France, que ce soit des pays d'immigration traditionnels, hein, comme Israël, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, USA, ou des pays en manque de main-d'œuvre, c'est le cas des pays du Golfe notamment, des pays proches de lieux de guerre, la Jordanie, le Liban, mais aussi des pays européens. Hein, il y a 29% d'immigrés en Suisse, plus de 14% en Autriche, en Suède, en Irlande, en Norvège, voilà, contre 12 et quelques en France, selon la définition internationale qui inclut dans les immigrés les nationaux qui sont nés à l'étranger. Voilà. Donc, alors, le défi de l'intégration est-il hors de notre portée? Qu'est-ce que nous faisons déjà? Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Ce sont les questions sur lesquelles Delphine Rouillot va nous aider à réfléchir et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci déjà à tous pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Je voulais vous dire 2 mots sur France Terre d'Asile, peut-être juste pour vous dire d'où je parle en réalité. Effectivement, France Terre d'Asile, on est une association un peu particulière dans l'univers de l'asile, puisqu'on est né en 1971 et on s'est développé au fur et à mesure que les premières vagues d'arrivée de réfugiés sont arrivées en France. En fait, on est né d'un groupe d'intellectuels proches de la CIMAD qui ont considéré qu'en plus des questions juridiques, il était important de s'intéresser à la problématique de l'accueil des réfugiés. Et donc, on a commencé à devenir progressivement actifs quand on a vu arriver les premières vagues de réfugiés en provenance du Chili après le coup d'État, et puis ensuite les vagues en provenance d'Asie du Sud-Est, etc. Et progressivement, l'association, elle a été en charge pendant, effectivement, comme vous l'avez rappelé, des années et des années, jusqu'au début des années 2000, de la bonne répartition des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le territoire dans le cadre du dispositif national d'accueil. Et puis, on s'est assez profondément refondu au début des années 2000 quand l'État a repris la main sur la gestion du dispositif national d'accueil. Et à partir de là, on est devenu un acteur à la fois de l'accueil des demandeurs d'asile, de l'intégration des réfugiés et aussi de la prise en charge des mineurs isolés. Et donc aujourd'hui, on a quatre activités. On gère le premier accueil, donc toute la partie enregistrement de la demande d'asile. On héberge beaucoup de demandeurs d'asile. On accompagne l'intégration de beaucoup de réfugiés. Et puis, on est donc en charge de pas mal de dispositifs MNA.
La question que vous me posez ce soir, elle est hyper large et vous me pardonnerez si, bien évidemment, je ne réussis pas à tout traiter. C'est un sujet qui nous anime au quotidien, évidemment, chez France Terre d'Asile. Comment faire pour réussir le défi de l'intégration? Comment faire pour mieux intégrer? Alors, notre sujet à nous, FTDA, c'est évidemment l'intégration des réfugiés, mais je me doute que ce qui vous intéresse ce soir, c'est plus largement l'intégration des étrangers en France. Et c'est surtout de se demander comment on fait pour réussir à faire vivre cette valeur de fraternité qui est tellement mise à mal en ce moment. Donc, c'est à ça que je vais essayer de répondre en faisant des incursions par le champ de l'asile, qui est mon champ de compétences à moi principalement. Je dirais, pour commencer, et ça fait vraiment écho à la présentation que vous venez de faire, que en fait, le premier défi de l'intégration, c'est quelque part un peu le défi de l'imaginaire collectif. C'est-à-dire, ça revient en fait à répondre à la question de comment on fait pour travailler sur la question de la représentation des étrangers. Qu'est-ce que c'est qu'un immigré? Comment est-ce qu'on remet du rationnel, du réel dans un climat politique qui est quand même aujourd'hui totalement délétère? Et comment on lutte contre les préjugés, contre les fantasmes? Donc, on est exactement dans la recherche de la réponse à la question que vous posez là. Je pense qu'il est important de faire un petit détour par l'histoire. C'est-à-dire que le meilleur moyen de relativiser ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même de se rendre compte que la France, en fait, c'est un pays d'immigration depuis toujours et que les premières vagues d'immigration en France, elles sont apparues à la fin du 19e siècle. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'histoire de l'immigration, mais on a eu des grandes vagues migratoires au moment de la Révolution industrielle, après la Première Guerre mondiale, évidemment après la Deuxième Guerre mondiale, où là, forcément, comment dire, le spectre a un peu changé, puisque d'une immigration qui était principalement intra-européenne, on a vu arriver d'importantes migrations économiques de travailleurs qui étaient appelés par la France pour nourrir la reconstruction du pays. Et donc, dans les années 50, c'est la création des foyers Sonacotra. Et à la fin des années 60, début 70, il y avait près d'1 million d'immigrés en France qui étaient originaires du Maghreb. Et c'est quelque chose qui s'est fait en réalité sur une quinzaine d'années, donc en fait très rapidement. Et puis, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est très important de le comprendre pour comprendre où on en est aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la France et la plupart des pays européens, au moment de la crise de 73, ont en fait très largement durci leur politique migratoire. On a fermé, on a mis fin à l'immigration de travail, on a durci les conditions de régularisation des travailleurs, et progressivement, les immigrés ne sont venus en France que concentrés, recentrés sur l'immigration familiale, le regroupement familial, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, c'est une situation qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les titres de séjour qui sont délivrés en France, ils sont principalement délivrés pour le regroupement familial et même le nombre de réfugiés par rapport au titre de séjour pour regroupement familial reste très, très, très largement minoritaire. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le resserrement des voies légales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus beaucoup de raisons et de motifs pour venir immigrer dans les pays européens, et en France en particulier. Et le regroupement familial reste encore aujourd'hui le premier des motifs. L'autre élément historique qu'il faut avoir en tête, c'est que cette question de l'intégration, en fait, elle est apparue dans le débat public à la fin des années 80. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'interroger sur l'intégration des immigrés à une période où on parlait en même temps, on a vu apparaître à peu près au même moment ce concept qui est quand même un concept assez terrible d'immigrés de deuxième génération, c'est-à-dire en fait de personnes qui naissent en France, de Français, mais dont on interrogeait la capacité d'intégration dans la société. Et donc cette problématique, elle est née à peu près au même moment, et en fait on subit toujours les conséquences, je vais dire, de ce début d'émergence d'une interrogation sur la capacité des immigrés, donc des étrangers arrivés en France, à s'intégrer dans la société française. Au final, en fait, ce qui convient de retenir, c'est qu'il y a toujours eu des vagues d'immigration en France et finalement, il n'y a pas plus d'immigrés en France qui arrivent tous les ans en ce moment que ce qu'on a pu connaître dans les 10, 20, 30, 50 dernières années. Par contre, ce qu'il faut se dire, et ce qui est important, c'est que ce ne sont plus les mêmes personnes qui migrent. Et c'est là, en fait, que sans doute est la clé de la grande difficulté qu'on connaît aujourd'hui, c'est que je vous parlais des vagues d'immigration européenne, du Chili, d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, les migrants, ils arrivent d'Afrique, ils arrivent du Moyen-Orient, ils arrivent d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Ouest, du sous-continent indien. Et ces migrants-là, ils sont
bien plus largement considéré comme indésirable par une partie de la société française. Et se greffent là-dessus des amalgames qui sont liés au fait que beaucoup d'entre eux sont musulmans. Et enfin, voilà, je ne vous fais pas le dessin que vous connaissez parfaitement, mais au final, ce qui matrice beaucoup, beaucoup trop la société française aujourd'hui, c'est ce lien et ce lien entre immigration, terrorisme et délinquance. Tout est joyeusement brassé. Il faut quand même se souvenir que le 21 avril 2002, c'est il y a 20 ans. C'est-à-dire que ça fait longtemps maintenant, en réalité, qu'on baigne dans ce climat de plus en plus délétère sur les problématiques migratoires. D'où mon sujet d'imaginaire collectif, qui est de dire, en réalité, le premier sujet pour réussir l'intégration, c'est de lutter contre ça. Et je rajouterais quelque chose de plus pernicieux, de peut-être moins structurant, mais de très frappant quand on pratique au quotidien ces questions migratoires. C'est ce concept d'appel d'air. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a dans la tête de beaucoup de dirigeants de l'État, de représentants de collectivités locales aussi, cette espèce de conviction qui est complètement absurde et qui consiste à se dire qu'il ne faut surtout pas être trop accueillant. Parce que si on est trop accueillant, on risque de faire venir davantage de gens encore. Et ça conduit en réalité beaucoup de pratiques très restrictives dans les capacités de l'État sur les territoires ou des mairies à accueillir correctement, parce qu'ils sont persuadés qu'il ne faut surtout pas trop en faire. Et en fait, ce truc-là n'a absolument jamais été démontré. C'est parfaitement c'est une contre-vérité absolue, mais c'est très profondément ancré dans les mentalités et ça nuit beaucoup aussi à notre capacité à faire. Parce que c'est très compliqué de remettre de la rationalité quand on est face à des fantasmes. Alors, les réponses à ce défi-là, elles sont évidemment pas, elles sont pas évidentes. Je dirais que le premier sujet, on a un immense besoin de pédagogie. On a un besoin d'éducation, on a besoin de culture, et l'éducation nationale a un rôle à jouer là-dedans qui est absolument majeur. On fait, nous, France Terre d'Asile, beaucoup d'ateliers de sensibilisation dans des collèges. En général, c'est des super moments, on va à la rencontre des collégiens, on leur parle d'immigration et on a des échanges qui sont très, très constructifs, très intéressants. Mais on sait bien aussi que ce n'est pas 2 heures dans la vie d'un collégien qui peuvent contrecarrer une enfance entière à baigner dans un discours de rejet. Et donc, il y a un sujet qui est sans doute pas suffisamment pris par l'éducation nationale aujourd'hui, de véritablement faire de ces questions de vivre ensemble des enjeux quotidiens, récurrents, et pas uniquement un petit temps dédié dans une longue scolarité. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est un sujet politique, en réalité. On a besoin d'une réponse politique forte. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais je pense que je peux me permettre de vous dire quand même, je pense qu'on a aujourd'hui un manque de courage politique flagrant dans notre pays sur les questions migratoires. Et que le curseur se déplace à droite à une vitesse folle. Je vous donnerai un exemple qui n'est pas un exemple français pour déporter un petit peu le débat, qui est l'exemple de la situation au Danemark, que moi je trouve absolument, très inquiétante. On a un gouvernement qui est un gouvernement social-démocrate, donc qui n'est pas censé être particulièrement hostile aux questions d'immigration, et qui annonce depuis quelques mois maintenant vouloir arriver à 0 demandeur d'asile et avoir même comme projet d'externaliser la demande d'asile avec des projets complètement fous où ils voudraient payer le Rwanda pour prendre en charge les demandeurs d'asile qui souhaiteraient s'installer au Danemark. Et je trouve que cet exemple-là, qui est une sorte de caricature complètement folle, il faut voir qu'il y avait 1500 demandeurs d'asile au Danemark l'année dernière, donc on est sur l'épaisseur du trait du crayon. Et malgré ça, ça reste trop pour eux. Et elle montre bien que même des gouvernements sociodémocrates aujourd'hui sont tellement imprégnés de cette peur de l'étranger, de cette conviction que c'est ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, qu'ils en viennent à des positions qui sont aussi extrêmes. Et la troisième, peut-être, manière de répondre à cet enjeu de comment on lutte contre les préjugés, c'est la société civile, c'est vous, c'est nous, France Terre d'Asile, c'est la capacité individuelle, pour le coup, ou collective, mais en tout cas en dehors de toutes les sphères étatiques, de pouvoir en fait recréer du lien social et recréer de la parole positive, là où les politiques de l'État sont évidemment, malheureusement, très, très imbibés de cet état d'esprit qui est dramatique. Donc voilà, pour moi, premier défi de l'intégration, c'est d'abord de lutter pied à pied contre tous ces fantasmes-là, parce qu'on ne réussira pas à intégrer des publics et ces personnes si la société tout entière en fait continue de
de les rejeter. Et on aura beau faire énormément d'efforts individuels d'accompagnement des personnes, il y a un sujet d'accueil collectif qui est indispensable. Dans le même esprit, je vous dirais que pour moi, le deuxième défi, c'est un défi que j'appellerais du retour à l'état de droit. C'est-à-dire que pour pouvoir parler sereinement de l'intégration des étrangers en France, on a besoin aussi de faire cesser les pratiques des États qui violent sciemment les droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de tolérance ou de passivité devant toute une série de pratiques au niveau européen notamment, mais j'y reviendrai, qui nourrissent ce sentiment qu'il y a une forme d'illégitimité à vouloir migrer. Et donc, on peut s'autoriser à maltraiter les personnes qui désirent venir en Europe ou qui viennent chercher refuge en Europe. Et à partir du moment où on laisse s'installer ce sentiment d'illégitimité de la présence sur notre territoire des migrants, on sape en fait complètement les racines du vivre ensemble, l'acceptation même de la présence de l'autre. C'est-à-dire, si on considère qu'on n'est pas légitime à venir, comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est légitime à rester? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'on a un sujet très important sur les problématiques européennes qui tiennent à ce qui se passe en Méditerranée, qui tiennent aux pratiques de pushback. Pratiques de pushback, c'est des pratiques de refoulement qui ont lieu à la frontière, qui peuvent avoir lieu notamment en Hongrie, on a beaucoup vu ça, qui peuvent avoir lieu malheureusement en Méditerranée par Frontex, une agence européenne pourtant, mais où on sait qu'il y a des pratiques où en fait on essaye d'empêcher les migrants de rentrer sur le territoire européen, pardon. Tout simplement pour les empêcher de déposer une demande d'asile. Et tant qu'on n'aura pas une dénonciation extrêmement ferme de ces sujets-là, comment est-ce que vous voulez ensuite qu'on arrive en France à se dire qu'il faut qu'on intègre et qu'on accepte ces personnes-là, puisqu'on a tout fait pour les empêcher de rentrer? Donc voilà, je pense que c'est un enjeu qui est majeur, qui est un enjeu philosophique, qui est un enjeu évidemment politique, qui est un enjeu humain, mais qui est un enjeu de principe très, 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 très important. Il faut qu'on dépasse la sidération par rapport à ce qui se passe en Méditerranée et je pense qu'au-delà de l'indignation, qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte sur ces questions-là. Sinon, de toute façon, il restera un espèce de sous-jacent comme ça qui laisse à croire que, après tout ceci n'est pas si anormal. Je vous invite juste à lire un essai de Jean Ziegler là-dessus, qui raconte cela, je trouve, extrêmement bien. Il a fait un petit essai il y a 2-3 ans sur Lesbos, vous savez, l'île grecque. Il y a un grand camp comme ça qui a brûlé il y a quelques mois maintenant, enfin en septembre, au mois d'août. Et il raconte ces pratiques de pushback et il les raconte très, très, très bien. Cette question du non-respect de l'état de droit, il est valable au niveau européen, comme je vous le disais, il est aussi valable au niveau français. Alors moins, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas de dire que l'État français viole tous les jours ces lois et les conventions internationales, mais il y a quand même des choses qui restent inacceptables. Quand on laisse des migrants dormir à la rue pendant des mois, malgré les efforts que l'État peut faire de création de places, et vous me demandiez qu'est-ce qui se passe de bien, mais je pense qu'il y a quand même eu ces dernières années beaucoup d'argent qui a été qui a été dépensé par l'État pour ouvrir des places dans les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile. Et mine de rien, on a su absorber comme ça les migrants qui sont arrivés depuis 2015 et depuis la crise importante que l'Europe a connue. Néanmoins, on a toujours des gens qui dorment à la rue, dans Paris, dans des squats, de manière très significative. Et nous, Français d'Asile, on fait des maraudes auprès de ces personnes-là, donc on les voit bien. Et on voit bien qu'on se rend compte qu'en ce moment, on a à peu près 500 personnes qui dorment encore à la rue à Paris, que c'est moins que ce qu'on a pu connaître auparavant, mais que tout ça, c'est lié à la fermeture des frontières, à l'effet du Covid, et qu'on craint que demain, de nouveau, beaucoup plus de monde dorme à la rue à Paris s'il n'y a pas des efforts supplémentaires qui sont faits. Et là, je pense quand même qu'on perd un peu notre humanité quand on continue à laisser ces personnes-là sans solution. Je vous donne 2 autres exemples très rapidement. Des pratiques de harcèlement policier qui sont inacceptables. À Calais, bien évidemment, je pense que vous connaissez le sujet. Et puis, ce qui se passe à la frontière franco-italienne, je vous renvoie à la tribune. Il y a une super tribune qui a été publiée dans Le Monde il y a 2-3 jours par Didier Fassin, par François Héran et par Alfred Spira, si je ne dis pas de bêtises, et qui décrit très bien en fait comment l'État français bafoue le principe de fraternité et en fait ne respecte même pas la devise de la République. Et quand la solidarité comme ça devient un délit et que les personnes qui viennent en aide aux migrants à la frontière franco-italienne se retrouvent devant les tribunaux, en fait, on ne se respecte plus nous-mêmes et on nourrit, encore une fois, ce que je vous disais là, c'est-à-dire
ce sentiment d'illégitimité de la présence des étrangers sur notre territoire. Bon, j'arrête là parce que c'est un peu déprimant, mais je pense quand même qu'il y a une crise morale qu'on traverse et qu'on doit absolument affronter, et qu'on doit affronter en essayant aussi d'utiliser tous les moyens que le droit nous permet. Voilà. Si je vous dis tout ça, c'est pour arriver à ce que c'est que l'intégration en France. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à combattre l'état d'esprit et l'ambiance générale politique, on ne réussira pas derrière à construire des parcours d'intégration. Or, l'enjeu de l'intégration, c'est pour les personnes, individuellement, pour le coup, c'est comment est-ce qu'on réussit à leur construire un parcours, à leur offrir tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir ensuite trouver une place dans la société française et tout simplement vivre leur vie, vivre heureusement. Alors, c'est évidemment compliqué, je ne me permettrai pas de traiter de tous les sujets que posent les questions d'intégration sur le territoire. Je vais juste peut-être vous citer quelques exemples, moi, qui me semblent importants, et puis je vous propose qu'après, on en débatte parce que j'en aurais oublié beaucoup. Je voudrais commencer par l'apprentissage du français, parce que c'est un enjeu majeur, et je trouve qu'il souffre d'une forme d'hypocrisie. Il est à la fois très largement mis en avant par le gouvernement. Vous savez qu'il y a un dispositif, un truc qui s'appelle le contrat d'intégration républicaine qui est mis en place, et que toutes les personnes, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose et impose à tous les étrangers qui obtiennent un titre de séjour en France. Et pour autant, nous, dans nos dispositifs asile, on constate quelque chose qui, à mon sens, ne fonctionne pas du tout et est extrêmement problématique, c'est que l'État ne nous paye pas, ne nous finance pas l'enseignement du français aux demandeurs d'asile. L'État considère que l'enseignement du français ne peut et ne doit commencer qu'une fois le titre de séjour obtenu. C'est-à-dire, en gros, l'État considère que tant qu'on n'est pas certain que la personne a vocation à rester sur le territoire, on n'a pas à lui enseigner la langue française, puisque la personne a vocation à repartir dans son pays d'origine. Et on est en fait là face à une hypocrisie qui est absolument majeure, puisqu'en réalité, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup des personnes qui n'obtiendront pas un titre de séjour ou un statut de réfugié, qui ne repartiront pas dans leur pays d'origine, et pour autant, on ne leur enseigne pas le français. Et en réalité, on retarde le processus d'intégration énormément, parce que l'apprentissage de la langue, c'est la première des nécessités. Et donc, moi, je pense qu'il y a une revendication forte. Il faut apprendre le français dès le premier jour de la présence sur le territoire. Quel que soit l'avenir de la personne, quel que soit son destin, quelles que soient ses perspectives de régularisation ou pas, tout ce qu'on fait, c'est retarder, le ralentir dans sa capacité d'intégration et le ralentir dans, c'est ça, voilà, dans tout le processus qui va lui permettre de trouver sa place dans la société. Deuxième frein que je voudrais évoquer avec vous et qui me semble indispensable à lever, je voudrais vous parler de l'accès au logement et de l'articulation entre le logement et les titres de séjour. On a une crise majeure du logement social en France, j'y reviens pas, mais le problème pour les étrangers en France aujourd'hui, ou pour les migrants, c'est que il n'y a pas d'intégration sans un logement autonome. C'est extrêmement compliqué de considérer qu'on peut s'intégrer quand on est encore hébergé dans un hébergement d'urgence. Donc, il faut un logement pour tous, c'est la base de l'intégration. Sauf qu'en France, il n'y a pas de logement sans titre de séjour. On ne peut pas louer un appartement quand on est en situation irrégulière. C'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre, nous, dans nos dispositifs asile, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à accompagner l'intégration des réfugiés, quand bien même ils ont obtenu la protection de l'OFPRA ou de la CNDA, parce que les préfectures mettent des mois et des mois à leur délivrer les titres de séjour. Et donc, on a un vrai sujet, pour le coup, de plaidoyer qu'on porte auprès de l'État beaucoup en ce moment, pour qu'il y ait une accélération de l'accès au titre de séjour, parce qu'on se retrouve dans des situations absolument absurdes où les personnes sont toutes prêtes à partir, elles ont leurs droits sociaux qui vont être ouverts, tout est prêt, mais tant que le titre de séjour n'est pas là, de toute façon, les démarches d'intégration, elles sont pas réalisables. Ça, c'est vrai pour les réfugiés, mais après, il y a la question des sans-papiers, de ce qu'on appelle les migrants de droits incomplets, de toutes les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire et qui, de ce fait, se retrouvent pour beaucoup à vivre dans des hôtels sociaux pendant des années. Et là aussi, on est confronté à une autre forme d'hypocrisie de l'État qui est compliquée, qui est extrêmement compliquée à gérer, mais qui est qu'on a un parc d'hébergement d'urgence dans lequel il y a de plus en plus d'étrangers en situation irrégulière qui sont hébergés, et c'est tout à fait normal, c'est la logique de l'hébergement inconditionnel. Mais en réalité, ces personnes
tant que l'État n'acceptera pas de reprendre des rythmes de régularisation un peu plus importants pour ces personnes-là, en fait, on laisse ces personnes dans l'hébergement d'urgence puisqu'on les empêche de s'intégrer. En ne leur délivrant pas de titre de séjour, quand bien même on sait qu'on n'a pas de perspective d'éloignement, en fait, on les installe et on les laisse durablement dans une situation de très grande précarité. Et donc là, il y a un sujet d'une sensibilité politique majeure, mais cette question des régularisations, qui ne veut pas dire une régularisation massive, systématique, etc., mais le fait de se dire qu'il faut assouplir les conditions de régularisation, c'est indispensable, et c'est indispensable pour le bien commun. Et malheureusement, la période n'aide pas beaucoup à ce qu'on y parvienne. Encore peut-être un point sur lequel je voudrais revenir, sur cette question de comment est-ce qu'on réussit l'intégration des personnes, c'est l'intégration par le travail. Alors, JRS a publié un super rapport il y a un ou 2 mois de ça. Donc, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans la soirée, je ne me permettrai pas de le résumer, mais vous avez fait un super boulot, je trouve, justement, qui permet de retracer un peu tous les freins de l'intégration par l'emploi. Et au-delà de la question des titres de séjour, qui est aussi un sujet, moi, je voudrais juste insister sur quelque chose qui est largement évoqué dans votre rapport et qui nous préoccupe, nous aussi, beaucoup à France Terre d'Asile, c'est la question de la reconnaissance des qualifications. Il y a un vrai sujet. Quand on parle d'intégration, il ne s'agit pas seulement de ce que la société française peut offrir aux personnes, mais c'est aussi que les gens, quand ils arrivent en France, ils ont eu un métier auparavant. Pour beaucoup, ils ont des qualifications, ils ont fait des études, ils ne sont pas tous complètement non qualifiés et n'ayant jamais eu de vie professionnelle. Et en fait, on a extrêmement peu de reconnaissance de ces qualifications, extrêmement peu de moyens d'aller, beaucoup de freins, on va dire, à cette reconnaissance. Et on se retrouve avec une sous-qualification, pas une sous-qualification, mais un décalage très fort entre les emplois qui sont exercés par les étrangers, par les réfugiés en l'occurrence, une fois qu'ils obtiennent leur titre de séjour par rapport aux qualifications qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et il y a, je pense, un effort vraiment important et qui serait très digne de la part de la France pour essayer de sortir de cette espèce de mécanisme qui fait qu'en fait, on renvoie la personne dans une situation d'emploi sous-qualifié par rapport à ses compétences et donc toujours de situation un peu de migrants en demande de quelque chose supplémentaire. Donc on y travaille, on y réfléchit beaucoup, nous, pour essayer d'accompagner des dispositifs de l'État à améliorer la reconnaissance des qualifications. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je suis déjà très longue. Je pense juste qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. Il y a la question des mineurs isolés étrangers. Je vous donne un sujet, c'est l'accès au titre de séjour pour les mineurs. Ça a fait beaucoup la une des journaux ces derniers mois. Toutes ces histoires de jeunes apprentis qui, une fois passés à la majorité, se retrouvent avec des obligations de quitter le territoire français alors que ça fait des années qu'ils sont en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un mineur arrive en France après 16 ans, quand il a entre 16 et 18 ans, quand il arrive sur le territoire français, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département. Mais par contre, il n'a pas un titre de séjour automatique à la fin. Et donc, il y a des tas de gamins dont on s'occupe pendant 2 ans et qui se retrouvent malgré 2 ans où ils ont été à l'école, en formation, où ils ont travaillé, où ils se sont démenés, parce que c'est souvent des enfants qui sont très, très allants, en fait, très, très, très motivés justement pour s'intégrer et qui font des choses fantastiques. Nous, on a des belles histoires de MNA, meilleur apprenti de France, des choses comme ça, parce que plein de ces gamins ont vraiment envie de réussir, ils sont seuls et ils ont besoin de ça. Et on se retrouve avec des situations absolument dramatiques et absolument absurdes de gamins sur lesquels la société a investi pendant des années, à qui elle a fait miroiter une perspective d'intégration et à qui, en fait, pour des raisons administratives qui sont, à mon sens, très incompréhensibles, on coupe toute perspective derrière. Et donc ça, nous, c'est un sujet de plaidoyer, quelque chose qu'on porte beaucoup. C'est un accès automatique à un titre de séjour pour les jeunes pris en charge par l'ASE, pour tout simplement qu'ils puissent se projeter et se construire un avenir. Et un dernier sujet qui me tient particulièrement à cœur, je voudrais vous parler de la question des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont isolées avec des enfants en bas âge, dans des hébergements d'urgence, dans des chambres d'hôtel. Et en fait, ces femmes, le fait qu'elles ne puissent pas confier leur enfant, qu'elles n'aient pas accès à des solutions de garde collective, en fait, ça les freine énormément dans leur démarche d'intégration. Et donc, il y a des solutions qu'il faut absolument chercher de ce côté-là. Il faut absolument que tous les dispositifs d'intégration qui sont, ou d'accompagnement social qui sont destinés à ces femmes-là se retrouvent adossés à des solutions de halte garderie. Il faut que ces femmes puissent confier leur enfant
pour qu'elles puissent bénéficier au même titre que les hommes d'un accompagnement social, de cours de français, d'ateliers de bien-être, vous voyez, de choses qui sont la base pour réussir à s'intégrer. Et ce n'est pas possible pour une femme, quand elle a un bébé sur les genoux toute la journée, et ben, de pouvoir chercher un emploi, apprendre, voilà, apprendre la langue voilà, s'autonomiser dans toutes ces démarches sociales. Et je trouve qu'il y a de ce côté-là un impensé quand même très fort, parce qu'on ne leur permet pas de bénéficier de tous les dispositifs d'aide, et tant qu'on ne résout pas cette question de la garde, qui est très peu pris en charge. Je terminerai juste par vous dire qu'il y a un besoin de mobilisation de tous les acteurs, que le rôle de la société civile, je l'ai évoqué, il est évident, que le rôle des collectivités locales, il est indispensable aussi. Parce que quand bien même on a un travail, un logement, qu'on parle français, qui sont un peu le triptyque de l'intégration que je vous ai évoqué à l'instant, l'intégration, c'est la société française. Et donc, l'intégration, ça passe par le voisinage, ça passe par l'école, ça passe par le club de foot, ça passe par la vie au quotidien. Et je pense et je trouve qu'il faudrait qu'on arrive à travailler encore davantage, à mobiliser les collectivités territoriales pour qu'elles soient des vrais partenaires de l'intégration, sans doute bien plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles gèrent ce qu'on appelle le droit commun, donc elles gèrent les besoins sociaux de leurs habitants, mais elles ont sans doute un rôle à jouer plus fort encore que ce qu'elles font aujourd'hui, en tout cas certaines, dans la question de l'intégration des étrangers, pour faire société. Et je trouve que quelque part, en fait, on a un peu perdu le fait qu'en tant que société, on a un devoir d'hospitalité, et que c'est inscrit dans notre pacte républicain, et que les villes, l'unité de base de la vie collective, je trouve qu'elles devraient bien davantage encore jouer ce rôle-là. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être juste vous dire que tout ça était peut-être pas très positif, mais qu'on a quand même vécu en France, entre 2015 et 2017, une période de mobilisation et de solidarité assez merveilleuse, où on a vu, au moment de cette crise migratoire, une mobilisation très importante de plein d'individus, de plein d'associations. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Simplement, je crains, moi, un peu, malheureusement, que voilà, ça vienne davantage de la mobilisation de la société civile que de la capacité des pouvoirs publics, prochainement en tout cas, à changer d'optique, parce qu'on est dans une période, et les mois qui s'annoncent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Dominique, ne sont pas forcément les plus propices à un changement assez structurel de la parole politique sur les questions migratoires. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et puis les choses qui vous tiennent le plus à cœur. C'était intéressant de vous entendre. Et puis alors, vous m'avez offert une transition sur un plateau pour la vidéo que l'on va regarder maintenant. Hein. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dès à présent, hein, que ce soit sur l'intervention de Delphine Rouillot ou sur la mienne. Donc maintenant, notre troisième étape, nous allons donner la parole à des migrants. Alors, sous la forme de la diffusion d'extraits de l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. C'est une émission en date du 18 octobre 2018 que l'on trouve sur YouTube. Et nous allons voir deux séquences. Alors, la bande-annonce qui est extrêmement rapide, hein, qui présente en 1 minute un mineur non accompagné, Adama, et puis 2 réfugiés, une Biélorusse et un Syrien. Et puis, nous resterons pendant 9 minutes avec Adama et son maître d'apprentissage, justement. Voilà. Alors,